J'ai poussé la porte de l'atelier de réparation de Tony juste après 16h45 ce mardi-là. La cloche a tinté au-dessus de ma tête. Tony Marchetti réparait les articles en cuir de ma famille depuis 15 ans. J'étais là pour récupérer le sac Hermès Bordeaux de Tenson pendant qu'elle était en voyage d'affaires à Seattle. La pluie de printemps avait traversé mon manteau. La boutique sentait le vieux cuir et le cirage, une odeur chaude et réconfortante. Mais quelque chose m'a glacé sur place. Tony se tenait derrière le comptoir, le visage pâle. Son sourire chaleureux avait disparu. Ses yeux sombres allaient et venaient de la porte à moi, puis à la rue dehors. La sueur perlait sur son front malgré le temps frais. « Tony, ça va ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a attrapé le sac Bordeaux sous le comptoir. Mais il ne me l'a pas tendu. Ses doigts agrippaient le cuir si fort que ses jointures blanchirent. Puis il a contourné le comptoir vers moi, plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Sa main s'est refermée sur mon poignet. « Juliette, dit-il, la voix basse et tremblante. Tu dois faire sortir Grace et Liam de Fairview ce soir. Ne pose pas de questions. Fais-le, c'est tout. » Mon estomac s'est noué. C'était du désespoir. « Tony, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Il a de nouveau jeté un coup d'œil vers la vitrine, vérifiant le trottoir vide. Puis il s'est penché plus près, sa prise se resserrant jusqu'à me faire mal. « Quand je réparais la doublure du sac de ta fille, j'ai trouvé quelque chose de caché dans la couture. » Il a relâché mon poignet et a sorti un petit sac de preuve en plastique. Mes mains ont commencé à trembler avant même que je regarde à l'intérieur. La première chose que j'ai vue était un reçu de virement bancaire. 350 000 $. La signature en bas indiquait S. Ivonov. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. La deuxième chose m'a serré la gorge. Des photographies. 2 d'entre elles. Grace et Liam jouant dans le jardin l'été dernier. La queue de cheval blonde de Grace attrapant la lumière du soleil. Le sourire édenté de Liam alors qu'il serrait son ours en peluche bleue. Mais quelqu'un avait dessiné des cercles rouges autour de leurs deux visages. Pas des cercles soignés. Pas nets. Ils étaient irréguliers, rageurs, comme si celui qui tenait le marqueur avait appuyé si fort qu'il avait presque déchiré le papier. La rage dans ses traits rouges m'a tordu l'estomac. Les cercles appuyaient sur les visages souriants de mes petits-enfants comme des cibles. Puis j'ai vu le troisième objet, un petit morceau de papier plié, manuscrit à l'encre bleue. Colis prêt. Coordonnées 40.7128 Nord 740 060 Ouest. Livraison jeudi, 22h. Coude. La pièce a basculé. C'était à la fin. La façon dont la queue revenait en arrière, s'inclinant légèrement vers la gauche. J'avais vu cette signature un millier de fois sur des cartes d'anniversaire, sur des autorisations scolaires, sur notre calendrier familial. C'était l'écriture de Tenson, l'écriture de ma fille, sur une note qui appelait Grace et Liam, colis. Je ne pouvais plus respirer. Le sac de preuves m'a glissé des doigts et Tony l'a rattrapé. « Juliette, dit-il, la voix brisée. J'ai une fille aussi, Sophia. Elle a 8 ans, le même âge que Grace. Quand j'ai vu ses photos avec ses marques, ses yeux se sont embués. J'ai pensé, et si quelqu'un savait que Sophia était en danger et ne disait rien, je ne pouvais pas rester silencieux. » Il a posé le sac sur le comptoir entre nous. Je suis dans ce métier depuis 30 ans. J'ai réparé des sacs pour des maires, des juges, des criminels. J'ai trouvé de l'argent, des lettres d'amour, de la drogue, mais je n'avais jamais trouvé le mal jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé à nouveau l'écriture. Le thé familier de Tenson. Les coordonnées, les cercles rouges dessinés avec une telle violence. C'est de la traite d'êtres humains, a chuchoté Tony. C'est quelqu'un qui marque des enfants pour les vendre. Je me suis agrippé au comptoir pour ne pas m'effondrer. Je me suis souvenu d'avoir trouvé des relevés de cartes de crédit sur le bureau de Tenson le mois dernier, des frais de casino, de sites de paris en ligne. Quand je lui avais posé une question sur un appel d'Apex Collection, elle m'avait sèchement répondu que c'était lié au travail. Ses mains tremblaient toujours quand il était question d'argent. Des dettes de jeu, la signature d'un trafiquant. Mes petits-enfants encerclés en rouge. J'ai quitté la boutique de Tony, serrant le sac de preuves dans mon sac à main. La pluie de printemps me semblait maintenant glaciale sur la peau.
Ces cercles rouges me hantaient, mais c'était l'écriture de Tenson qui me terrifiait le plus, car cela signifiait que ce n'était pas quelque chose qui lui était fait. C'était quelque chose qu'elle avait fait. Et j'avais moins de 48 heures avant la livraison de jeudi soir. Je devais appeler Ryan. Je devais sauver Grace et Liam. Mais d'abord, je devais accepter que ma fille était devenue un monstre. Mes doigts ont tâtonné pour trouver le téléphone alors que j'étais assise dans ma voiture devant la boutique de Tony. Le sac de preuves reposait sur le siège passager comme une bombe. Je devais appeler Ryan, mon gendre, le père de ses enfants encerclés. Mais comment dire à quelqu'un que sa femme est en train de vendre vos enfants? Ryan a répondu à la 3e sonnerie. Je pouvais entendre du bruit de restaurant en arrière-plan. Des rires, le cliquetis des verres. Salut, maman. Quoi de neuf? Je suis sur le point de dîner avec un client ici à Denver. Sa voix semblait si légère, si facile que j'ai failli ne pas pouvoir parler. Ryan, tu dois m'écouter très attentivement. Ma voix s'est brisée. Quelque chose ne va pas du tout avec Tenson. Silence. La musique de fond s'est estompée. Il sortait. Maman, de quoi tu parles? Tenson est à une conférence à Seattle jusqu'à demain soir. C'est ce que je pensais aussi. Ryan, je viens de récupérer son sac chez Tony. Il a trouvé quelque chose de caché à l'intérieur. Je t'envoie des photos tout de suite. J'ai ouvert notre application de messagerie chiffrée et j'ai photographié les preuves étalées sur mes genoux. Mon pouce a survolé le bouton d'envoi. Une fois que j'aurais fait ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai appuyé sur envoyer. L'appel est revenu immédiatement. Maman, c'est quoi ce bordel? Tony les a trouvés dans une poche cachée. Un reçu bancaire de 350 000 $ signé par un certain S. Ivonov et des photos de Grace et Liam avec des cercles rouges dessinés autour de leur visage, des cercles rageurs comme s'ils étaient marqués. Je me suis forcé à continuer. Il y a aussi une note. Elle dit colis prêt et donne des coordonnées et une heure de livraison, 22 h jeudi soir. Ryan, je reconnais l'écriture. C'est celle de Tenson. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration. Rapide, superficielle, comme s'il avait reçu un coup de poing. Finalement. Tu es sûr que c'est son écriture? Je la vois depuis 9 ans sur chaque carte d'anniversaire, chaque formulaire scolaire. J'en suis sûr. Il doit y avoir une explication. Peut-être que c'est pour le travail. Peut-être que quelqu'un l'a piégé. Ryan, les jeux coupés. Ta femme se comporte bizarrement depuis des semaines. Des appels téléphoniques secrets tard le soir, distantes avec les enfants. Et maintenant ça. Ce sont tes bébés avec des cercles rouges autour de leur visage comme du bétail à une vente aux enchères. Une autre longue pause. Quand il a reparlé, sa voix était creuse. Je suis à Denver depuis 6 jours. Elle a dit que la conférence de Seattle avait été ajoutée à la dernière minute vendredi. La prise de conscience l'a frappé. Je pouvais l'entendre dans sa brusque inspiration. Maman, et si elle n'était pas du tout à Seattle? Et si elle avait menti sur tout? La note dit, livraison jeudi à 22 h. Nous sommes mardi. Nous avons moins de 48 heures, a terminé Ryan. J'ai entendu des bruits de clavier à travers le téléphone. Je vérifie les vols maintenant. Il y a un vol de nuit qui part de Denver à 21 h 45 ce soir. Il arrive à Fairview à 2 h 15 demain matin. Je le réserve. Un moment de doute m'a saisi. Ryan, et si on se trompait? Et s'il y avait une explication que nous ne voyons pas? Sa réponse est revenue, rapide et tranchante. Regarde encore cette photo. Regarde les visages de mes enfants avec ces cercles. Dis-moi qu'il y a une explication innocente. J'ai sorti les photographies. Le sourire de Grace, les yeux brillants de Liam et ces cercles rouges irréguliers qui traversaient leur innocence. Il n'y avait pas d'explication, seulement le mal. Non, ai-je chuchoté. Il n'y en a pas. Maman, je veux que tu rentres chez toi. Agis normalement. Si Tenson appelle, dis-lui que tu as pris le sac et que tu l'as accroché dans son placard. Fais-lui croire que tout est normal. Nous avons besoin de temps avant qu'elle sache que nous avons trouvé les preuves. La voix de Ryan est devenue plus basse, plus froide que je ne l'avais jamais entendue.
Je pense que la femme que j'ai épousée prépare quelque chose avec ce S. Ivonov. Quelque chose qui implique beaucoup d'argent et qui marque mes enfants comme de la marchandise. Marchandise? Le mot flottait entre nous comme un poison. Je serai là à 2h30 du matin. Ne laisse rien savoir à Tanson. Je ne le ferai pas. Et maman, garde ses preuves en sécurité. Nous allons en avoir besoin. La ligne a été coupée. Je suis resté assise là alors que l'obscurité s'installait sur Fairview, le sac de preuves lourd sur mes genoux. Quand je suis finalement rentré chez moi sous la pluie de printemps, j'ai gardé une main sur le sac de preuves tout le long du trajet. Les mots de Tony résonnaient, « Fais-les sortir ce soir ». Mais Ryan n'arriverait qu'à 2h30 du matin. Tanson rentrerait mercredi soir à 18h. Cela nous donnait environ 40 heures. 40 heures pour sauver Grace et Liam de leur propre mère. Le compte à rebours avait commencé. À 5h30 ce matin-là, je me tenais dans l'embrasure de la porte de Grace, la regardant dormir, son lapin jaune niché sous son menton. Comment réveiller un enfant et lui dire qu'elle fuit sa propre mère? On ne le fait pas. On sourit. On ment. On protège l'innocence aussi longtemps que possible. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai écarté les cheveux de son front. Grace, ma chérie, il est temps de se réveiller. Nous partons à l'aventure. Ses yeux ont papilloté, confus. Mamie, il fait encore nuit. Je sais, ma chérie, mais nous devons prendre un vol tôt. Nous allons voir des montagnes et des chevaux. Grace s'est assise. Où est maman? Ma poitrine s'est serrée. J'avais répété ce mensonge avec Ryan. Maman est occupée par son travail à Seattle, mais papa est arrivé de Denver, et nous avons pensé que toi et Liam adoreriez un voyage spécial. Au bout du couloir, j'ai entendu Ryan réveiller Liam. Nous allons prendre l'avion. Tu pourras dormir dans l'avion. Un avion. Une excitation soudaine dans la voix de Liam. Il est apparu, serrant son ours en peluche bleue. L'ours que nous avions vérifié pour le tracker quelques heures plus tôt. J'ai fait des pancakes pendant que Ryan se tenait près de la cuisinière, serrant trop fort la spatule. C'est comme des vacances, a demandé Grace, nous observant attentivement. Exactement comme des vacances, a dit Ryan, sa voix trop enjouée. Grace l'a étudié. Papa, tes yeux sont rouges. Juste fatigué de mon vol, ma puce. Alors, quand on rentrera, maman sera là. Ryan et moi avons échangé un regard. On verra ça plus tard, Grace, ai-je dit doucement. Le taxi est arrivé à 6h15. Liam a remarqué les valises. Ça fait beaucoup de bagages pour des vacances. On pourrait rester un moment, a dit Ryan. Une aventure d'une semaine entière. Une semaine. La voix de Grace s'est élevée. Mais j'ai l'école et mon cours de dessin jeudi. La première fissure dans la façade. Ryan s'est agenouillé à sa hauteur. Grace, parfois les adultes doivent prendre des décisions rapides pour vous garder en sécurité. C'est l'une de ces fois. Tu me fais confiance? Grace a hoché la tête lentement. Toujours. Alors fais-moi confiance maintenant. Le taxi est parti à 6h20. Grace a pressé son visage contre la vitre, regardant les rues familières défiler. Ma chambre va me manquer, dit-elle doucement. Ma gorge s'est nouée. Elle ne la reverrait peut-être jamais. À l'aéroport, Ryan a enregistré des billets aller simples. À la sécurité, l'agent de la TSA a souri à Liam. Joli ours. Comment s'appelle-t-il? Capitaine Courage. Il me protège des méchants. Si seulement il savait à quel point c'était vrai. Grace a pris le siège près de la fenêtre. Liam entre Ryan et moi, entouré, protégé. Liam s'est endormi avant le décollage. Grace a regardé par la fenêtre pendant que l'avion roulait. Quand l'avion a quitté le sol, j'ai regardé Fairview disparaître en dessous. À mi-chemin du vol, Grace s'est détournée de la fenêtre. Mamie, quand on rentrera, est-ce que tout sera différent? Elle le savait. À un certain niveau, elle le savait. Oui, ma chérie. Tout sera différent. Est-ce que maman sera différente? Je ne pouvais pas mentir. Je ne sais pas. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tanson. Salut maman.
Changement de programme. La conférence s'est terminée plus tôt. Je prends un vol plus tôt pour rentrer. Je serai là à 14 h au lieu de 18 h. J'ai hâte de voir mes bébés. Prépare-les pour moi. Je t'aime. Bisous. Mon corps entier s'est raidi. J'ai montré le téléphone à Ryan, son visage s'est vidé de toute couleur. 14 h, a-t-il chuchoté. Nous n'atterrissons qu'à 12 h 45. Le temps qu'elle arrive à la maison, qu'elle voit la note, qu'elle réalise qu'ils sont partis. Nous serons encore en train de déballer nos affaires chez Paul. Elle appellera. Quand nous ne répondrons pas, elle saura que quelque chose ne va pas. Nous ne faisions plus seulement la course vers Santa Fe. Nous faisions la course contre l'arrivée de Tanson. Nous avons atterri à 12 h 45, heure des Rocheuses. À 14 h, Tanson entrerait dans une maison vide. Elle verrait ma note disant que j'emmenais les enfants rendre visite à un vieil ami. Elle remarquerait que j'avais délibérément omis de dire où. Elle appellerait. Nous ne répondrions pas. Et elle saurait que nous avions découvert son secret. Que ces colis s'étaient échappés, que la livraison de jeudi soir était désormais impossible. Je ne savais pas ce qu'une femme désespérée avec 350 000 $ en jeu ferait. Mais nous avions exactement 3 heures avant que les appels paniqués de Tanson ne commencent. Le ciel bleu éclatant de Santa Fe semblait être une autre planète après la pluie grise de Fairview. Alors que l'avion atterrissait à 12 h 45, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas d'appel de Tanson. Elle atterrirait à Fairview dans 75 minutes. 75 minutes avant qu'elle n'entre dans une maison vide et ne réalise que ses colis avaient disparu. Paul Henderson se tenait à l'arrivée avec une pancarte faite à la main, « Famille Archer ». Nous nous connaissions depuis 40 ans, depuis nos jours dans la marine. Il nous a reconnus, et son visage buriné s'est illuminé d'un sourire, puis s'est assombri en voyant nos expressions. « Juliette, vous êtes en sécurité maintenant. » Paul s'est agenouillé à la hauteur de Grace. « Tu dois être Grace. Et toi, Liam? Je parie que tu aimes les chevaux. » Les yeux de Liam se sont agrandis. « Vous avez des chevaux? » 3. Tu pourras les rencontrer plus tard. Le premier vrai sourire que j'avais vu de la part des enfants de toute la matinée. Dans le camion de Paul, Ryan vérifiait constamment son téléphone. La maison en adobe de Paul était située dans les contreforts, entourée de genévriers et d'un ciel infini. Linda nous a accueillis à la porte. « J'ai fait des biscuits », a-t-elle simplement dit. Linda a emmené Grace et Liam à la cuisine. Paul nous a conduits, Ryan et moi, dans le salon. « Racontez-moi », a dit Paul. J'ai sorti le sac en plastique de mon sac à main et j'ai étalé le reçu, les photos, la note manuscrite. Paul les a étudiées en silence. Puis, « Seigneur Juliette, c'est de la traite d'êtres humains. » C'est ce que Tony a dit. Mon petit-fils est mort il y a 5 ans. Daniel, il n'avait que 6 ans. Chaque jour depuis, je pense, et si je pouvais sauver un enfant? Ses yeux ont rencontré les miens. Tu me donnes cette chance. À 14 h 15, mon téléphone a sonné. Le nom de Tanson sur l'écran. Ne réponds pas, a dit Ryan. Pas encore. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Ryan a sonné. Il a répondu et a discrètement activé le haut-parleur. La voix de Tanson, Ryan, où sont les enfants? Je suis chez ta mère. C'est vide. Ryan, d'un calme inquiétant. Salut, maman a emmené Grace et Liam en voyage pour rendre visite à Paul Henderson à Santa Fe. Elle pensait que les enfants avaient besoin d'une pause. Pourquoi personne ne me l'a dit? C'était à la dernière minute. Tu étais débordé avec ta conférence. On ne voulait pas te déranger. La voix de Tanson s'est tendue. Ryan, ça me semble bizarre. Pourquoi ta mère emmènerait-elle mes enfants sans me le demander? Nos enfants, Tanson. Et elle t'a laissé une note. Une note vague. Pas de nom, pas de lieu. Maman les a emmenés hors de l'état. Ils avaient besoin de prendre l'air. Je te donnerai des nouvelles plus tard. Long silence. Quand est-ce qu'ils reviennent? Dimanche. Juste une semaine. Je veux leur parler. Ils font probablement la sieste. Longue journée de voyage.
Maman t'appellera ce soir. Promets-moi qu'ils vont bien. Je te le promets. Techniquement vrai. L'appel s'est terminé. Les mains de Ryan tremblaient. Ça nous a acheté 12 heures. Elle s'attend à un appel ce soir. Paul était déjà en train de composer un numéro. Il vous faut un avocat tout de suite. Diana Foster, la meilleure avocate pénaliste de Santa Fe. Elle vous attend à 15 heures. Paul nous a conduits au cabinet de Diana en centre-ville. Un bâtiment moderne, de verre et d'acier. Diana Foster était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Début de la quarantaine, tailleur élégant, regard encore plus perçant. Monsieur Bennett, Madame Archer, montrez-moi tout. J'ai étalé les preuves pour la 3e fois en 18 heures. Diana a étudié chaque élément attentivement. Le reçu, 350 000 $, S. Ivanov. Ses sourcils se sont haussés. Je connais ce nom. Diana s'est tournée vers son ordinateur, tapant rapidement. Après quelques minutes, elle a tourné l'écran vers nous. Sergei Ivanov, ressortissant russe de 45 ans, baron présumé d'opérations de trafic international. Le FBI enquête sur lui depuis 5 ans. Plusieurs mandats d'arrêt d'Interpol. Puis Diana a pris les photos de Grace et Liam. Ses cercles rouges. Son calme professionnel s'est fissuré. Mon Dieu, ce sont vos petits-enfants. Oui, ai-je chuchoté. Dans les affaires de traite, lorsque les enfants sont marqués comme ça, c'est qu'ils sont identifiés pour des acheteurs. Les cercles rouges signifient qu'ils ont été sélectionnés. La pièce a basculé. Diana a attrapé son téléphone, a composé un numéro de mémoire. Agent Thomas Blake, Diana Foster, Santa Fe. J'ai une affaire nécessitant une attention fédérale urgente. Traite d'êtres humains. Enfant en danger imminent. Elle a écouté, puis nous a regardés. Il sera là dans 20 minutes. À 15h25, la réceptionniste de Diana a annoncé « L'agent Blake est là ». Par la porte du bureau, un homme en costume sombre est entré, un badge du FBI à la ceinture. Il a regardé les photos de Grace et Liam avec ses cercles rouges rageurs, et son expression a changé. « Ma sœur, dit-il doucement. Elle a été enlevée par des trafiquants quand elle avait 8 ans, il y a 20 ans. Nous ne l'avons jamais retrouvée. » Il a levé les yeux vers moi. « Madame Archer, je veillerai à ce que vos petits-enfants ne deviennent pas des statistiques comme ma sœur. Racontez-moi tout. » L'agent Blake avait besoin de preuves. De preuves solides. Les photos et les reçus ne suffisent pas, avait-il dit. Nous devons prouver qu'Ivonov et votre fille planifient activement la livraison de jeudi. Nous avons besoin de communication, de dossiers financiers, de preuves d'intention. C'est à ce moment-là que Ryan a pris la décision qui m'a terrifié. Il y a un coffre-fort dans notre chambre, a-t-il dit. J'ai vu Tanson l'ouvrir tard le soir. Elle ne sait pas que je connais la combinaison. Blake s'est penché en avant. Qu'y a-t-il dedans? La mâchoire de Ryan s'est crispée. C'est ce que je vais découvrir. Ryan a réservé un vol à 17h30 pour rentrer à Fairview. Tu es sûr de ça, lui ai-je demandé à l'aéroport. Nous avons besoin de ce qu'il y a dans ce coffre. Blake a été clair, sans plus de preuves, ce ne sont que des soupçons domestiques. Ryan m'a serré dans ses bras. Garde les enfants en sécurité. Je reviendrai demain matin avec les preuves. De retour chez Paul, je me suis assise dans son bureau avec Diana et l'agent Blake, le téléphone en haut-parleur, attendant l'appel de Ryan depuis Fairview. À 19h45, heure de Fairview, mon téléphone a sonné. La voix de Ryan. Je suis à la maison. La voiture de Tanson n'est pas là. Toutes les lumières sont éteintes. Agent Blake, procédez avec prudence. Le coffre est derrière la commode. Je l'ai. Clavier numérique. Silence pendant que Ryan entrait le code. Puis, c'est ouvert. Qu'y a-t-il à l'intérieur, a demandé Blake. De l'argent liquide. Beaucoup. Environ 80 000 $. Des passeports. Plusieurs passeports. 3 noms différents. Maria Santos. Elena Rodriguez. Carmen Duca. Tous avec la photo de Tanson. Pause. Attendez. 2 de plus. Des passeports d'enfants.
Grace Santos, 6 ans. Liam Santos, 3 ans. Ce sont leurs photos, mais avec de faux âges, de faux noms de famille. Mon cœur s'est arrêté. Des billets. Des billets d'avion pour Madrid, en Espagne. Départ jeudi soir. Blake, combien de billets? Une longue pause. 3 billets. Maria Santos, Grace Santos, Liam Santos. Seulement 3, me suis-je entendu demander. Seulement 3, a confirmé Ryan. Mon nom n'est pas dessus. Le tien non plus, Juliette. Elle prévoyait de les emmener et de disparaître. La voix de Ryan s'est brisée. Sans moi, sans toi. Il y a une clé USB intitulée SI. Blake, prenez-la immédiatement. C'est la priorité numéro 1. Une dernière chose, une photo glissée derrière les passeports. C'est Tanson et un homme. Cadre de plage. Très intime. Décrivez-le, a demandé Blake. Cheveux noirs, très fins, costume cher. Peut-être la quarantaine. C'est Ivanov, a confirmé Blake. Il y a une inscription au dos. À mon cher Sergueï, notre nouvelle vie bientôt. À toi pour toujours, un son, moitié sanglot, moitié hoquet. Bruit de fond, pas pressé, une porte qui s'ouvre, de l'eau qui coule. Il avait couru à la salle de bain. Nous l'avons entendu vomir. Blake a mis notre côté en sourdine. L'homme vient de réaliser que son mariage était un mensonge. Ryan est revenu. Je vais bien. Je suis en train de tout documenter. Bruit d'obturateur d'appareil photo. Maintenant, referme tout et sors de là, a ordonné Blake. Soudain, des phares, une voiture qui entre dans l'allée. Partez, a aboyé Blake. Porte arrière, maintenant. Ryan courant. La porte d'entrée qui s'ouvre. Nous pouvions l'entendre à travers le téléphone. À travers le téléphone, nous avons entendu la voix de Tanson, distante, pourquoi personne ne répond? Ryan a chuchoté, dans le jardin, derrière la remise. Est-ce qu'elle te voit, a demandé Blake. Non, je me dirige vers la clôture du fond. Par-dessus la clôture, dans la ruelle. Je suis en sécurité. Nous avons tous expiré. 15 minutes plus tard, un SMS de Ryan depuis un hôtel près de l'aéroport. J'ai la clé USB, des photos de tout. Vol de 6 heures pour Santa Fe demain. Je me suis effondré dans le fauteuil. Il l'avait fait. Blake m'a regardé. Madame Archer, votre fille n'est pas contrainte. Elle planifie activement d'enlever vos petits-enfants et de fuir le pays avec un trafiquant notoire. La date du mariage, dis-je doucement. Ryan a dit que la combinaison du coffre était leur date de mariage, le 12 avril 2017. Diana a compris. Elle a utilisé le symbole de son mariage pour protéger les preuves de sa trahison. À 21h, j'ai bordé Grace et Liam sous des couvertures dans le salon de Paul. Grace a demandé, est-ce que papa va bien? J'ai dit, papa va très bien, ma chérie. Il sera de retour demain matin. Mais je savais que demain apporterait de nouvelles horreurs, car l'agent Blake avait dit, nous devons analyser cette clé USB. Si elle contient ce que je pense, des communications entre Ivanov et votre fille, elle pourrait exposer tout le réseau de trafic, pas seulement sauver Grace et Liam, mais des dizaines d'autres enfants. La clé USB que Ryan avait tout risqué pour récupérer pourrait détenir la clé pour démanteler un empire du trafic. Demain, nous apprendrions exactement quel genre de monstre ma fille était devenue. Jeudi matin, 9h, 26 heures après notre fuite de Fairview. 13 heures avant la livraison prévue par Tanson à l'entrepôt. L'agent Blake nous avait réunis dans une salle de conférence sécurisée du FBI. Moi, Ryan, Diana, et 2 spécialistes techniques du FBI. Sur la table entre nous se trouvait la clé USB que nous avions tout risqué pour récupérer. Avant d'analyser la clé USB, a dit Blake, vous devez comprendre ce que nous avons trouvé en la décryptant pendant la nuit. Il s'est tourné vers les écrans montés sur les murs. La première image m'a donné la nausée. Un tableur, des centaines de lignes, chaque ligne un enfant. 217 enfants, a dit Blake doucement. Âgés de 3 à 14 ans, 18 nationalités, photos, description physique, valeurs attribuées. Je me suis forcé à regarder. Des visages. Tant de visages.
14 pays dans le réseau. Ce n'est pas seulement Ivanov. C'est une opération mondiale. Diana s'est penchée en avant. Dossier financier. 18,7 millions de dollars en transactions Bitcoin sur 3 ans. Le compte de votre fille a reçu 840 000 dollars, y compris les 350 000 que nous avons vus sur ce reçu. La voix de Ryan est sortie, creuse. 840 000 dollars en vendant des enfants. Blake a cliqué sur un autre écran. 2400 messages cryptés entre votre fille, Ivanov, et 11 coordinateurs régionaux. Puis il a fait une pause. Madame Archer, cette prochaine partie, il n'y a pas de moyen facile de vous montrer ça. L'écran s'est rempli d'une miniature vidéo. Tenson et Sergueï Ivanov sur une plage, s'embrassant. Plusieurs vidéos. Des messages intimes. Ce n'était pas un arrangement commercial. Votre fille et Ivanov sont amants. Blake a cliqué une dernière fois. Une entrée de base de données. Colis 227 et 228. Âge 7 et 4. Nationalité américaine. Valeur 200 000 dollars au total. Livraison jeudi 17 avril, 22 h. Grace et Liam, listés comme de l'inventaire, évalués comme du bétail. Blake a sorti son téléphone, m'a montré une photo. Une petite fille, peut-être 8 ans, avec des cheveux noirs bouclés. Ma sœur Rebecca, il y a 20 ans, elle a été enlevée dans un parc à Portland. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Chaque enfant que je sauve, j'imagine que je ramène Rebecca à la maison. À ce moment-là, une jeune femme est entrée. L'agent Sarah Mitchell, spécialiste technique du FBI. Un juge fédéral a approuvé la mise sur écoute à 8 h ce matin, a dit Blake. Nous sommes maintenant légalement autorisés à surveiller toutes les communications sur le téléphone de Tenson Bennett. Sarah a connecté son ordinateur portable aux écrans de la salle de conférence. Une carte est apparue. Un point rouge pulsait à Fairview. C'est la position actuelle de Tenson. Un café sur la 3e rue. 16h11, heure des Rocheuses. Sarah a soudain dit, appel sortant. Elle appelle via une application de messagerie cryptée. L'écran affichait, appel SI. Sergueï Ivanov. Le son a crépité à travers les haut-parleurs de la salle de conférence. La voix de Tenson, tendue. Sergueï, nous avons un problème. Les enfants sont partis. Ma mère les a emmenés à Santa Fe. Une voix d'homme, froide, avec un accent russe. Tu penses qu'ils savent? Je ne sais pas. Comment le pourraient-ils? Tu penses qu'ils sont au courant de la livraison? Ce soir, c'est la livraison. Les acheteurs sont en position à l'entrepôt. Ils ont payé un acompte de 350 000 dollars. Si nous ne livrons pas ce soir, ils viendront nous chercher. Je ne peux pas livrer ce que je n'ai pas. Mes enfants sont à 800 miles d'ici. Mes enfants, elle les appelait encore ainsi, même en les vendant. Trouve-les. Retrouve-les. L'entrepôt, autoroute 40, 22 h précises. Et après, on va toujours à Madrid. Oui, une nouvelle vie comme nous l'avions prévu, mais seulement si tu livres ce soir. Je les trouverai. Je te le promets. L'appel s'est terminé. Nous étions assis dans un silence stupéfait. Blake a parlé le premier. Nous la tenons. Confession enregistrée de complot de trafic. Sarah a affiché une carte. Emplacement de l'entrepôt. Zone industrielle de l'autoroute 40. Complexe d'usines abandonnées. Blake s'est levé. Nous laissons la rencontre avoir lieu. Des équipes du SWAT encerclent l'entrepôt. Enregistre tout. Puis nous les arrêtons tous. Ivanov, votre fille, les acheteurs. La voix de Ryan est sortie, vide. Elle a appelé Grace et Liam la marchandise. Je lui ai tenu la main, nous tremblions tous les deux. Blake a vérifié sa montre. 11 h avant la rencontre à l'entrepôt. Grace et Liam restent chez Paul sous protection du FBI. À midi, j'étais assise à regarder l'écran montrant l'emplacement de Tenson, toujours au café, cherchant toujours sa marchandise manquante. Dans 11 h, dans un entrepôt sur l'autoroute 40, le FBI démantèlerait un empire du trafic où ma famille serait prise entre deux feux. À 14 h, je suis retourné seul au bureau du FBI. Ryan est resté avec Grace et Liam chez Paul.
Liam réclamait son père, mais j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce que ma fille était devenue. L'agent Blake m'a accueilli à la porte de la salle technique sécurisée. Dernière chance de faire demi-tour, dit-il doucement. Une fois que vous aurez vu ces choses, vous ne les oublierez jamais. J'ai pensé au visage de Grace encerclé de rouge. J'ai besoin de savoir, ai-je dit. La pièce était petite, sans fenêtre, insonorisée, un ordinateur, un grand écran. Sarah Mitchell était assise au clavier, Blake debout derrière elle. Diana est venue avec moi. Vous ne devriez pas voir ça seule, avait-elle insisté. Madame Archer, nous avons cassé le cryptage de la clé USB. Elle est organisée en 3 dossiers. Sarah a ouvert le premier dossier. Inventaire. L'écran s'est rempli de miniatures vidéo. 12 petits carrés. Ce sont des fichiers vidéo. Chacun montre un enfant différent. Ma gorge s'est nouée. Montrez-moi un. Un garçon est apparu à l'écran, peut-être 6 ans, debout contre un mur blanc. Une voix hors champ. L'accent de Sergueï. Retourne-toi. Dis ton nom. Le garçon, effrayé. Michael. Quel âge? 6 ans. La vidéo s'est terminée. C'est une cassette d'audition, ai-je chuchoté. Blake a hoché la tête. Les 12 vidéos suivent le même format. Âge de 3 à 10 ans. Est-ce que Grace et Liam sont dans ces vidéos? Sarah, non. Ils n'avaient pas encore atteint ce stade. Sarah a fermé les vidéos, a ouvert un dossier de documents. Communication. Échange de mails entre S. Ivanov et T. Bennett, commençant il y a 18 mois. 18 mois. C'est la durée de la liaison et du trafic. Sarah a lu à haute voix, Sergueï, j'ai 2 nouvelles cibles. Fille de 7 ans, garçon de 4 ans. Excellente santé. Je peux les livrer en avril. Prix premium. Les mots de ma fille. Réponse d'Ivanov, prix premium confirmé. Total 350 000 $. Âge parfait pour nos clients russes. Procéder à l'acquisition. Acquisition, ai-je répété, hébété. Elle appelait l'enlèvement de ses propres enfants une acquisition. Sarah a fait défiler des dizaines d'autres emails. 47 emails au total. Tous professionnels. Discutant de logistique, de prix, de préférence des acheteurs. Blake a dit prudemment, votre fille n'a pas été contrainte. Elle est une participante active et volontaire, une recruteuse. Le 3e dossier contient des fichiers personnels, des photos et des vidéos de Madame Bennett et d'Ivanov. Il y a une vidéo. Elle contient une conversation sur vos petits-enfants. Mes mains se sont crispées sur les accoudoirs. J'ai besoin de la voir. L'écran montrait une chambre à coucher, décor européen. Tenson et Sergueï au lit, chuchotant ensemble. Horodatage, il y a 6 mois. La voix de Tenson, parle-moi encore de Madrid. Sergueï, 3 chambres près du parc du Retiro. Nouveau nom, nouvelle vie. Pas de Ryan, pas de responsabilité. Tenson Harry. Une fois que nous aurons livré ces 2 derniers colis, c'est fini, n'est-ce pas? Sergueï, oui, les acheteurs russes paient le triple pour des enfants américains. Après ça, nous prenons notre retraite, riche. La voix de Tenson a changé, plus sombre. Je n'arrive pas à croire que je fais ça avec mes propres enfants, mais honnêtement, ils ont toujours été ceux de Ryan, jamais vraiment les miens. Je n'ai jamais voulu être mère. Ma main est montée pour couvrir ma bouche. Sergueï, tu seras une mère merveilleuse pour nos enfants. De vrais enfants, pas ces fardeaux. Tenson, encore 2 jours, et nous serons libres. Ryan ne saura jamais que sa précieuse femme prévoyait de les vendre depuis le début. Mon Dieu, il est si stupide. Rire. La vidéo s'est terminée. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Fardeau, elle les a appelés, Fardeau. Diana pleurait à côté de moi. Est-ce que Ryan est au courant de cette vidéo? Pas encore, a dit Blake. Nous voulions que vous décidiez. Il a besoin de savoir. Il mérite la vérité. J'ai composé le numéro de Ryan. Il a répondu immédiatement. Ryan, j'ai besoin que tu viennes au bureau du FBI. La clé USB.
Il y a quelque chose que tu dois voir. Quand Ryan est arrivé, nous avons joué la vidéo de la chambre. Quand Tanson a appelé les enfants des « fardeaux », ses yeux se sont fermés. Quand elle l'a traité de « stupide », sa mâchoire s'est crispée. Quand la vidéo s'est terminée, il est resté silencieux. Puis il est sorti dans le couloir. Je l'ai suivi. Je l'ai trouvé en train de glisser pour s'asseoir par terre. Je me suis assise à côté de lui. Elle ne les a jamais aimés, a-t-il chuchoté. Je sais. Comment vais-je leur dire? Tu ne le fais pas. Pas encore. Pour l'instant, nous les protégeons. Nous les aimons. Ryan a hoché la tête, a essuyé son visage. L'agent Blake est sorti. Je viens de recevoir un message de notre bureau de Fairview. Tanson a engagé un détective privé, Marcus Webb, il y a 4 heures. Marcus Webb a des liens suspectés avec le crime organisé, a été enquêté 2 fois pour avoir travaillé avec des réseaux de trafic. S'il est sur la liste de Pedivanov, il les trouve pour les livrer directement à l'entrepôt ce soir. Nous devons nous préparer à la possibilité que Marcus trouve l'adresse de Paul. J'ai regardé Blake. Prêt? Comment? En utilisant la maison de Paul comme appât. Déplacer Grace et Liam dans une planque du FBI. Quand Marcus viendra, et il viendra, nous l'attendrons. À midi, heure des Rocheuses, j'étais assise dans la planque du FBI, fixant un point rouge sur une carte numérique. Ma fille chassait les enfants qu'elle avait tenté de vendre. L'agent Sarah Mitchell se tenait à côté de moi, ses doigts volant sur un clavier. Le point rouge représentant le téléphone de Tanson se déplaçait lentement à travers Fairview, s'arrêtant d'abord à l'hôpital général Mercy à 12h15, puis au centre médical Saint-Luc à 12h45. Elle a visité 6 hôpitaux et 3 postes de police en 4 heures, dit Sarah doucement. Blake se pencha par-dessus son épaule. Elle est désespérée. Elle sait que Sergueï la tuera si elle ne livre pas. Ma poitrine me faisait mal. C'était ma fille. La femme que j'avais élevée. Quelque part sous le monstre qu'elle était devenue, une partie d'elle devait encore aimer ses enfants. Pourtant, elle avait marqué leurs photographies de cercle rouge et les avait listées comme de la marchandise. À 16h30, heure de Fairview, le point rouge a cessé de bouger. Sarah a zoomé. 412 Oak Street, bureau 301, bureau de détective privé. Les yeux de Blake se sont plissés. Marcus Webb, 42 ans, détective agréé, anciennement sous enquête du bureau pour des liens avec le crime organisé. Sarah a affiché une vidéo de surveillance du hall de l'immeuble. J'ai regardé Tanson passer les portes vitrées, les épaules affaissées, le visage pâle d'épuisement. Elle a monté les escaliers et a frappé à une porte marquée 301. Un homme mince aux tempes grisonnantes a ouvert. Marcus Webb. J'ai vu Tanson lui tendre une épaisse enveloppe. Blake a tapoté sa tablette. Un retrait au guichet automatique ce matin. 5 000 $ en espèces. Elle vient de l'engager pour trouver Grace et Liam. 15 minutes plus tard, Sarah a intercepté le téléphone de Webb. La voix d'un homme, épaisse d'un accent russe, a rempli la pièce. J'ai été engagé par T, a dit Webb. Elle panique. J'aurai un emplacement d'ici 2 heures. La marchandise doit être sécurisée pour ce soir, a répondu Sergueï Ivanov. Les acheteurs sont déjà en route pour l'entrepôt. Si vous échouez, elle paiera de sa vie. Compris. J'ai accès aux bases de données des cartes de crédit. Je vais tracer les achats de la grand-mère. Sarah a mis la ligne en sourdine et s'est tournée vers Blake. Il a un contact dans une banque régionale. Il peut obtenir des relevés de transactions illégalement. À 17h15, heure de Fairview, Webb a passé un autre appel. Mon souffle s'est coupé quand je l'ai entendu dire « J'ai l'adresse. 447 Juniper Road, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Je peux y être pour 21h ce soir. » La voix de Tanson, tremblante. Ramène-les. Quoi qu'il en coûte. Blake aboyait déjà des ordres. Déplacez Grace et Liam à la planque secondaire immédiatement. Avertissez Paul Henderson. Nous utilisons sa propriété comme appât. En quelques minutes, Sarah a confirmé que Grace et Liam avaient été déplacés vers un lieu non divulgué à 20 minutes de là. Paul et Linda ont accepté de laisser le FBI utiliser leur maison. Blake a exposé le plan. Une équipe SWAT de 6 agents encerclerait la maison,
caché dans les arbres et le garage. Des lumières programmées créeraient l'illusion que la famille était à la maison. Des caméras infrarouges captureraient l'approche de Webb. Diana Foster s'est penchée en avant. Si Webb entre avec l'intention d'enlever, c'est un enlèvement fédéral. Nous pouvons l'arrêter, saisir son téléphone et utiliser ses contacts pour cartographier tout le réseau d'Ivanov. Blake a hoché la tête. Webb tombe dans le piège à 21h. Nous le prenons vivant. J'ai serré les accoudoirs, mes jointures blanches. Le plan était solide, mais la marge d'erreur était infime. Si Webb se doutait de quelque chose, il disparaîtrait. Si Sergei apprenait que le FBI était impliqué, il pourrait déplacer la réunion de l'entrepôt, ou pire, envoyer quelqu'un après Grace et Liam à la nouvelle planque. À 18h, heure de Fairview, Sarah a affiché le GPS de Webb. L'icône bleue se déplaçait vers l'ouest sur l'Interstate 25, en direction de Santa Fe. Blake a vérifié sa montre et s'est levé. Le SWAT se déploie dans 30 minutes. D'ici 21h ce soir, nous aurons Webb en garde à vue et nous serons un pas plus près de démanteler le réseau d'Ivanov. J'ai fixé le point bleu rampant sur la carte. Et dans 3 heures, dans une paisible maison en adobe sur Juniper Road, Marcus Webb tomberait dans une embuscade qui sauverait mes petits-enfants ou détruirait tout ce pour quoi nous nous étions battus. Le jeudi matin à Santa Fe a apporté un faux calme. J'ai aidé Grace à colorier un paysage désertique à la table de la cuisine pendant que Liam construisait des tours de blocs avec Capitaine Courage perché sur son épaule. Linda fredonnait près de la cuisinière, retournant des crêpes au maïs bleu, et Ryan et Paul étaient assis dans le bureau, examinant les fichiers USB sur un ordinateur portable. Les murs épais en adobe semblaient être une forteresse jusqu'à ce que le téléphone crypté de l'agent Blake, posé sur le comptoir à côté de moi, s'allume avec une alerte rouge. Blake a appelé à 9h25. Juliette, Marcus Webb est en mouvement. Ancien flic, détective privé travaillant pour Sergei. Tanson l'a engagé hier. Il vous a peut-être localisé grâce à des transactions par carte de crédit. Restez sur vos gardes. Ma colonne vertébrale s'est raidie. J'ai jeté un coup d'œil à Grace, qui ombrait soigneusement un cactus avec un crayon vert, inconsciente. Merci, Blake. Nous serons prêts. À 10h15, Blake a rappelé, son ton sec. Le bureau de Denver a signalé une requête dans la base de données pour l'adresse de Paul depuis une adresse IP liée au bureau de Webb. Arrivée estimée à midi. Des agents locaux sont en route. J'ai posé le téléphone et je suis entré dans le bureau. Ryan a levé les yeux de l'ordinateur portable. Qu'est-ce qui ne va pas? Marcus Webb sait que nous sommes ici. Blake dit midi. Paul s'est levé immédiatement. Je vais verrouiller les portes et allumer les caméras de sécurité. Ryan a rassemblé Grace et Liam. Jouons à un jeu tranquille dans la chambre d'amis de Papy Paul. D'accord. Les grands yeux de Grace scrutaient le visage de son père, mais elle a hoché la tête. Linda m'a aidé à cacher le sac de preuves dans le tiroir du bas de son meuble de couture, sous des rouleaux de tissu. Mes paumes étaient moites de sueur. À 11h30, Blake a confirmé que 2 agents du FBI étaient garés dans une berline banalisée à 2 maisons de là, prêts à intercepter. Je me tenais à la fenêtre du salon, observant la rue. À 11h50, une berline argentée avec des plaques du Nouveau-Mexique s'est arrêtée. Un grand homme en veste bleu marine est sorti, coupe en brosse et lunettes de soleil. Je l'ai regardé scanner lentement la rue. Quelque chose dans sa façon de bouger m'a donné la chair de poule. Je l'ai reconnu sur la photo que Blake avait envoyée, Marcus Webb. Il s'est dirigé lentement vers la maison de Paul, un porte-bloc à la main. J'ai chuchoté dans l'oreillette du FBI que Blake m'avait donnée. Il est là. À 12h, Marcus a frappé. Paul a entrouvert la porte. La chaîne de sécurité était encore en place. Je peux vous aider? Marcus a souri. Ça semblait forcé, comme s'il en faisait trop. Livraison FedEx pour Henderson. J'ai besoin d'une signature. Paul l'a plissé des yeux. Laissez-moi voir votre carte d'identité. Marcus a sorti une carte en plastique avec un logo FedEx flou. Paul a gagné du temps. Ça ne me semble pas correct. Laissez-moi appeler le bureau principal. J'ai vu le sourire de Marcus disparaître. Sa main s'est dirigée vers la poche de sa veste. Je l'ai vu grâce à la caméra de sécurité sur la tablette de Paul. Un frisson m'a parcouru le dos.
À 12h10, 2 SUV noirs ont bloqué la rue. 4 agents du FBI en gilet tactique ont sauté dehors. Arme au poing. FBI, les mains en l'air. J'ai vu Marcus se retourner et essayer de courir. Un agent l'a plaqué sur la pelouse. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je regardais par la fenêtre. Grace est sortie en courant de la pièce du fond. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Ryan a essayé de la retenir, mais elle avait déjà vu l'homme se faire menotter sur l'herbe. Je me suis agenouillé et j'ai serré mes bras autour d'elle. C'est juste un homme qui s'est perdu. Ma chérie, tu es en sécurité. Ma voix tremblait, mais je l'ai forcé à être stable. L'agent a fouillé Marcus et a trouvé un tracker GPS, un téléphone prépayé avec un SMS à Sergueï, enfant au 1127, Camino Real, Santa Fe, visuel confirmé. En attente d'instruction, un kit de crochetage professionnel et un Glock 19 chargé, caché dans sa veste. Un agent a communiqué par radio. Sujet en garde à vue. Preuve sécurisée. À 12h30, Blake a appelé. Marcus est l'homme de Sergueï à l'intérieur. Si nous ne l'avions pas arrêté, vos petits-enfants auraient disparu ce soir. Son téléphone montre qu'il a envoyé à Sergueï votre adresse exacte il y a 11 minutes. Sergueï n'a pas encore répondu, mais il sait où vous êtes. Nous vous déplaçons immédiatement dans une planque fédérale. N'emportez que l'essentiel. Les agents arrivent dans 20 minutes. J'ai regardé Grace serrant son lapin jaune, Liam jouant avec Capitaine Courage, Ryan se tenant tendu près de la fenêtre. Paul et Linda nettoyant en silence. On nous avait trouvés. Mais même en tenant Grace près de moi, les derniers mots de l'agent Blake résonnaient dans mon esprit. Sergueï sait où vous êtes. Nous comptions désormais en heures, pas en jours. Jeudi soir, l'agent Blake avait mis sur pied une force opérationnelle conjointe. L'entrepôt de l'autoroute 40 n'était pas seulement un point de livraison. C'était le centre névralgique de toute l'opération de Sergueï Ivanov. J'étais assise dans une pièce sécurisée de la planque fédérale, un téléphone crypté sur la table devant moi. Ryan était assis à côté de moi, sa main serrant la mienne. À 18h, Blake a appelé, « Juliette, nous allons faire une descente à l'entrepôt ce soir. » Le téléphone de Marcus nous a donné la dernière pièce. Sergueï et Tanson seront tous les deux là pour la remise à 22h. Je veux que vous soyez en ligne pour l'entendre en direct. Ma respiration est devenue courte et rapide. Ryan a serré ma main. Blake a poursuivi, sa voix sèche et professionnelle, 40 agents, des drones thermiques, 2 équipes d'assaut, des mandats fédéraux pour traiter enlèvement. Nous allons les arrêter. À 18h30, Paul Henderson a appelé. Juliette, tu as été plus courageuse que quiconque que je connaisse. Ce soir, ces enfants rentrent à la maison. Je les remerciais, ma voix tremblante. Blake a expliqué le plan. 3 SUV noirs approcheraient par le nord, phares éteints. Un drone thermique montrait 8 signatures de chaleur à l'intérieur de l'entrepôt, 2 dans le bureau, 6 dans la baie principale. Les équipes attendraient l'arrivée de Sergueï et Tanson, confirmeraient la présence des enfants, puis donneraient l'assaut. J'ai demandé, les noms de Grace et Liam seront-ils blanchis? Blake a répondu sans hésitation, nous veillerons à ce que le monde sache qu'ils étaient des cibles, pas des complices. Le registre les mentionne comme de la marchandise, pas comme des conspirateurs. Mes doigts se sont enfoncés dans le bord de la table. Ryan a versé du café, mais aucun de nous n'a bu. À 20h30, Blake a chuchoté dans son micro, nous sommes en mouvement. L'entrepôt est à 12 miles à l'est. Le drone montre des lumières à l'intérieur, 2 véhicules sur le parking. À 21h15, une Mercedes argentée vient d'arriver. Les plaques correspondent à l'alias de Sergueï. Il est à l'intérieur. À 21h40, second véhicule, une Audi noire, la location de Tanson. Elle vient d'entrer par la porte latérale. À 21h50, il décharge des sacs de sport. La thermique confirme des enfants à l'intérieur, au moins 4 petites silhouettes attachées. Le sang a rugi dans mes oreilles. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Aucun de nous n'a parlé. J'ai murmuré une prière silencieuse. S'il vous plaît, mon Dieu, faites que ces enfants rentrent chez eux ce soir. À 22h02, la voix de Blake a percé le silence. Feu vert, assaut dans 3, 2, 1. FBI, les mains en l'air.
Le haut-parleur a crépité de chaos, des cris, au sol, maintenant. Le cri d'une femme, la voix de Tenson. Elle semblait paniquée, brute. Sergueï a répondu, sa voix froide et accentuée, « Vous n'avez aucune juridiction ici. » Blake, calme et dur, mandat international. C'est fini pour vous. Puis j'ai entendu des enfants pleurer. Lointain, faible. Il semblait terrifié. Le ton de Blake s'est adouci. Ça va, ma puce. Tu es en sécurité maintenant. On te ramène à la maison. Les sirènes ont hurlé. Des cliquetis métalliques, des menottes. J'ai réalisé la voix d'un autre agent, 2 suspects en garde à vue. Enfant sécurisé. Mes jambes tremblaient sous moi. La main de Ryan a serré la mienne si fort que ça faisait mal. Nous n'osions pas respirer. À 22h15, Blake est revenu au téléphone. Sergueï et Tenson sont en garde à vue. 4 enfants sauvés ce soir, âgés de 5 à 9 ans, de 3 états différents. Tenson a essayé de détruire un ordinateur portable. Notre équipe technique l'a récupéré. Juliette, nous la tenons. Blake a énuméré les preuves. J'ai attrapé un stylo et j'ai griffonné des notes. 420 000 $ en espèces dans des sacs de sport, un ordinateur portable avec un registre de clients montrant 31 commandes en attente, des téléphones prépayés reliant Tenson, Sergueï et Marcus Webb, des manifestes d'expédition pour Madrid, Prague et Bangkok, et le registre manuscrit de Tenson. La voix de Blake s'est affermie. Colis numéro 227 et 228. Gressa, 7 ans. Liama, 4 ans. Valeur totale, 200 000 $. Livraison jeudi, 22h. Des larmes ont piqué mes yeux mais ne sont pas tombées. J'ai chuchoté à Ryan, elle a mis un prix sur nos enfants. Ryan s'est effondré sur sa chaise. Pendant 1 minute entière, aucun de nous n'a parlé. Les derniers mots de Blake sont arrivés à 22h40. Tenson demande un avocat. Sergueï ne parle pas. Tous deux font face à des accusations fédérales de trafic. Minimum 25 ans, peut-être la perpétuité. Vous et les enfants êtes en sécurité, Juliette. Je l'ai remercié. Ma voix tenait à peine. Merci d'avoir ramené ces enfants à la maison. Blake a répondu, nous aurons besoin de vous à Denver demain pour une déposition formelle, mais ce soir, reposez-vous. C'est terminé. J'ai posé le téléphone. Ryan et moi sommes restés assis dans l'obscurité de la planque. Le seul son était la respiration douce de Grace et Liam depuis la chambre du fond. Mais en fixant le téléphone silencieux, une question me brûlait l'esprit. Comment vais-je dire à Grace et Liam que leur mère ne rentrera jamais à la maison? Vendredi matin, l'agent Blake a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer, l'ordinateur portable que Tenson avait tenté de détruire avait été décrypté. Et ce qu'il révélait était pire que tout ce que nous avions imaginé. À 8h15, Blake a demandé, « Juliette, est-ce que vous et Ryan pouvez participer à une réunion vidéo à 9h? Nous devons expliquer à tout le monde ce que nous avons trouvé. » À 9h, Ryan et moi nous sommes connectés au portail sécurisé du FBI depuis la planque. Diana Foster s'est jointe depuis son bureau. Blake est apparu à l'écran à côté d'une jeune femme en blouse de laboratoire, une analyste médico-légale. Mes mains se sont serrées sur mes genoux. Ryan était assis en silence à côté de moi. Blake a commencé. L'ordinateur portable contient 4 ensembles de données principaux. Premièrement, une base de données clients, 143 acheteurs actifs dans 18 pays, avec la plus forte concentration en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. Deuxièmement, un historique des transactions, 18,7 millions de $ en paiement Bitcoin sur 3 ans. Le compte de Tenson a reçu 840 000 $, y compris les 350 000 $ que Juliette a trouvés. J'ai couvert ma bouche. Le bras de Ryan s'est enroulé autour de mes épaules. Blake a continué. Troisièmement, des profils d'enfants, 217 enfants catalogués par âge, nationalité et préférence des acheteurs. Les photos de Grace et Liam ont été téléchargées il y a 3 semaines, étiquetées et premium américain, très blond, forte demande. J'ai chuchoté d'une voix rauque, elle les a listés comme de l'inventaire. Le ton de Blake s'est adouci. Quatrièmement, les communications. 2400 messages cryptés entre Tenson, Sergueï et 11 coordinateurs régionaux, y compris Marcus Webb. Interpol a émis des notices rouges pour les 11.
Ce matin, 6 sont en garde à vue. Les 5 autres sont détenus à Prague, Madrid et Bangkok. C'est le plus grand coup de filet contre le trafic de la décennie. Ma gorge s'est nouée. Diana a pris des notes en silence. Blake est passé aux interrogatoires. Tenson a invoqué son droit à un avocat, mais son avocat, Marcus Griffin, a examiné les preuves et lui a conseillé que la coopération était sa seule option. Elle a accepté de témoigner contre Sergueï en échange d'une peine réduite, probablement 15 ans au lieu de la perpétuité. J'ai demandé, ma voix à peine stable, sera-t-elle un jour autorisée à approcher Grace et Liam? Non, a répondu Diana. La loi fédérale interdit aux trafiquants condamnés d'exercer leurs droits parentaux. Ryan demandera la garde exclusive aujourd'hui. Blake a ajouté, Sergueï Ivanov refuse de parler. Interpol a trouvé des propriétés à son nom dans 6 pays, dont une villa au Monténégro avec une pièce cachée. La police scientifique a récupéré l'ADN de 12 enfants disparus. Il fera face à des accusations dans plusieurs juridictions. Rien qu'aux États-Unis, il risque une peine minimale de 40 ans. Mes épaules se sont affaissées de soulagement. Sergueï ne serait jamais libre. Diana a passé en revue les preuves contre Tenson, les reçus de virements bancaires, la note manuscrite avec sa signature, les faux passeports dans le coffre, les billets pour Madrid sans le nom de Ryan ou le mien. L'entrée de l'ordinateur portable listant Grace et Liam comme colis 227 et 228, d'une valeur de $200 000, son arrestation à l'entrepôt et le témoignage de Marcus Webb confirmant qu'elle l'avait engagé. La voix de Diana était calme mais ferme. Le procureur offrira à Tenson 15 ans si elle plaide coupable et témoigne. Si elle refuse, ils demanderont la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, elle n'aura jamais la garde. Nous allons immédiatement déposer une demande de garde exclusive pour Ryan. Blake a dit, la juge Helen Pierce a programmé une audience de garde d'urgence pour le lundi 21 avril. Le FBI fournira une escorte de sécurité. À 14 h cet après-midi-là, je me suis assise avec Grace et Liam dans le jardin de la planque. Grace coloriait un dessin de la maison en adobe, fredonnant doucement. Liam serrait Capitaine Courage et poursuivait un lézard sur le porche en riant. Il ne le savait pas encore, mais bientôt je devrais trouver les mots. À 16h45, Blake a de nouveau appelé. Juliette, vous avez sauvé 217 vies. Les 4 enfants que nous avons sauvés jeudi soir sont rentrés chez eux auprès de leur famille. 12 autres enfants ont été localisés vivants grâce aux données de l'ordinateur portable. Votre courage a tout déclenché. Ma voix tremblait. Quand pourrons-nous rentrer à la maison? Lundi, après l'audience de garde. La police de Fairview vous escortera. Le réseau de Sergueï est démantelé. Vous êtes en sécurité. Une douleur creuse s'est installée dans ma poitrine. En sécurité? Oui. Mais le plus difficile restait à venir. Ryan se tenait près de la fenêtre, regardant les enfants. Il s'est tourné vers moi. Nous devons leur dire avant l'audience. Diana a dit lundi matin, avant de partir pour le tribunal. J'ai hoché la tête. Mais en regardant Liam rire et poursuivre un lézard sur le porche, je savais que la conversation la plus difficile de ma vie m'attendait encore. Comment expliquer que sa mère a choisi l'argent plutôt que lui? Lundi matin, dans la salle d'audience de la juge Helen Pierce, je me suis assise en face de ma fille pour la première fois depuis qu'elle avait tenté de vendre mes petits-enfants, et elle ne voulait même pas me regarder dans les yeux. À 8h45, Blake nous a escortés, Ryan et moi, par une entrée latérale, dépassant une foule de journalistes qui criaient des questions. J'ai aperçu Tenson dans la zone de détention, en combinaison orange, les mains menottées, fixant le sol. À 9h, la juge Pierce a ouvert l'audience. Tenson était assise à la table de la défense à côté de son avocat, Marcus Griffin. Ryan et moi étions assis au premier rang avec Diana Foster. La procureure Hélène Vasquez a commencé. Tenson Bennett, 36 ans, est accusé de complot en vue de commettre la traite d'êtres humains, de mise en danger d'enfants et de fraude. Les preuves incluent des virements bancaires, des registres d'ordinateurs portables, l'arrestation à l'entrepôt et le témoignage de l'agent Blake. Nous demandons la garde exclusive pour Ryan Bennett et recommandons une peine fédérale de 15 ans dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Diana a pris la parole. Votre honneur, mon client Ryan Bennett et sa belle-mère, Juliette Archer, ont agi avec un courage extraordinaire pour protéger Grace, 7 ans, et Liam, 4 ans.
Nous demandons la garde exclusive immédiate pour Monsieur Bennett et la suppression du droit de visite supervisée de Madame Bennett. L'agent Blake a été assermenté. Il a décrit la découverte à l'atelier de cuir de Tony. Le sac de preuves contenant un reçu de 350 000 $, des photos avec des cercles rouges irréguliers et une note manuscrite. Il a raconté la tentative d'infiltration de Marcus Webb, la descente de l'entrepôt et le sauvetage de 4 enfants. Puis il a témoigné sur les données de l'ordinateur portable, 217 profils d'enfants avec Grace et Liam listés comme colis 227 et 228, d'une valeur totale de 200 000 $. La juge Pierce a demandé à l'agent Blake, selon votre opinion professionnelle, ces enfants étaient-ils en danger imminent? Blake a répondu sans hésitation. Oui, votre honneur. Si nous n'avions pas intercepté, ils auraient été livrés à des acheteurs à Madrid dans les 72 heures. Mes mains ont serré le banc devant moi. Le procureur a affiché les preuves sur un écran, les photos avec les cercles rouges, la note manuscrite et une page du registre de Tanson, vérifiée par un expert légiste. Marcus Griffin s'est levé. Madame Bennett souhaite plaider coupable à toutes les accusations en échange d'une peine de 15 ans. Elle exprime des remords. J'ai à peine entendu la voix de Tanson. Je plaide coupable, votre honneur. La juge Pierce a demandé, Madame Bennett, comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous renoncez à votre droit à un procès? Oui, votre honneur. La juge Pierce s'est tournée vers moi. Madame Archer, souhaitez-vous faire une déclaration avant que je ne révèle ce que Juliette a dit à sa fille dans cette salle d'audience? Des mots qui allaient tout changer. J'ai besoin de savoir, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous curieux de savoir ce qui va se passer ensuite? Laissez votre numéro dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Et juste un avertissement, l'histoire à venir mélange quelques éléments fictifs à des fins éducatives. Si ce n'est pas votre préférence, n'hésitez pas à faire une pause ici et à choisir autre chose. Je me suis levé. Ma voix tremblait mais est restée ferme. Votre honneur. J'ai élevé Tanson. Je l'ai aimé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse regarder ses propres enfants et voir des signes de dollars. Grace me demande chaque soir quand sa mère va rentrer. Je ne sais pas comment lui dire la vérité, que sa mère a choisi un homme et l'argent plutôt qu'elle et son frère. Ces cercles rouges. J'ai pointé l'écran. C'est ainsi que ma fille voyait mes petits-enfants. Pas Grace et Liam. De la marchandise. Tanson a levé les yeux. Des larmes coulaient sur son visage. Ses lèvres bougeaient silencieusement. Je suis désolé. Je me suis détourné. Ryan s'est levé. Sa mâchoire était serrée, sa voix stable et claire. J'ai épousé Tanson il y a 9 ans. Je pensais la connaître, mais la femme qui a écrit cette note est une étrangère. J'élèverai Grace et Liam pour qu'ils connaissent la gentillesse, l'honnêteté et le courage. Tout ce que leur mère a abandonné. Je demande à la cour de m'accorder la garde exclusive et de veiller à ce que mes enfants n'aient plus jamais à la voir. À 11 heures, la juge Pierce a rendu sa décision. La garde légale et physique complète est accordée à Ryan Bennett, avec effet immédiat. Les droits de visite de Tanson Bennett sont supprimés. Madame Bennett, vous êtes condamnée à 15 ans de prison fédérale, suivi de 10 ans de probation supervisée. Vous paierez 200 000 $ de dédommagement à un fonds de soutien aux enfants victimes. Vous n'aurez aucun contact avec Grace ou Liam Bennett pendant ou après votre incarcération. Ce tribunal estime que vous représentez un danger évident pour vos enfants. Les marshals ont conduit Tanson vers une porte latérale. Elle s'est retournée et a chuchoté, « Dites-leur que je les aime. » J'ai répondu doucement mais fermement, « L'amour, c'est la protection. » Tu les as vendus. Le marteau est tombé. Tanson a disparu par la porte. J'ai expiré pour la première fois en 6 jours. Ryan m'a pris la main. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes criaient des questions. Blake les a repoussés. Ryan et moi sommes montés dans le véhicule d'escorte du FBI. Ryan a serré ma main. Maintenant, nous rentrons à la maison et nous disons aux enfants que leur mère ne reviendra pas. Tu m'aideras à trouver les bons mots? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais que nous la trouverions ensemble. Mardi après-midi, nous sommes retournés à Fairview sous un ciel bleu comme une promesse. Mais la partie la plus difficile du voyage nous attendait encore à la maison. Ryan serrait fermement le volant alors que nous nous dirigions vers le sud sur l'Interstate 25. Grace coloriait sur la banquette arrière.
Liam dormait avec Capitaine Courage niché sous son bras. Je répétais les mots dans ma tête, cherchant un moyen d'expliquer l'inexplicable. À 16h45, nous nous sommes garés dans mon allée. Les enfants ont couru à l'intérieur, excités de revoir leur chambre après 6 jours d'absence. Grace a serré son lapin jaune soleil dans ses bras. Liam a demandé, « Est-ce que maman est déjà rentrée ?» Ryan et moi avons échangé un regard. « Asseyons-nous, ma puce, ai-je dit. Papa et moi devons te parler, à toi et à Grace. » À 17h, nous étions assis ensemble sur le canapé du salon. Grace et Liam étaient assis entre nous. Ryan a commencé doucement. « Grace, Liam, papa et mamie doivent vous parler de maman. » Grace a levé les yeux. « Maman est encore au travail ?» J'ai lissé ses cheveux. « Ma chérie, maman a fait de très mauvais choix. Elle a fait du mal à des gens, et elle allait vous faire du mal à toi et à Liam aussi. » Le visage de Grace s'est plissé de confusion. « Nous faire du mal ? Comment ?» La voix de Ryan est restée stable. « Maman allait vous emmener très loin de papa et mamie, dans un endroit où nous ne pourrions pas vous trouver. Mais mamie l'en a empêché. » Liam a gémi. « Je veux maman. » Je l'ai serré contre moi. « Je sais, mon bébé, mais maman doit partir pour très, très longtemps. C'est un juge qui a décidé ça. Papa et moi prendrons soin de vous. » Grace est restée silencieuse un moment. Puis elle a demandé doucement, « Est-ce que maman est en prison ?» Ryan a hoché la tête lentement. « Oui, ma chérie. »« Est-ce que maman a fait quelque chose de vraiment mal ?»« Oui, » a dit Ryan. « Elle l'a fait. » Liam a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré. Grace est restée immobile, ses petites mains jointes sur ses genoux. À 17h45, Grace s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec un dessin qu'elle avait fait au crayon. 3 personnages, Ryan, moi et Liam, se tenaient la main sous un soleil éclatant. Il n'y avait pas de 4e personnage. Elle me l'a tendu. C'est notre famille maintenant. Mon cœur s'est brisé et guéri en même temps. Ryan a étudié le dessin, la mâchoire serrée, puis a serré la main de Grace sans parler. À 18h30, Liam m'a demandé de lui lire une histoire. J'ai choisi « Max et les Maxi-Monstres ». Liam s'est accroché à Capitaine Courage et a chuchoté « Quand je serai grand, est-ce que maman reviendra ?» Je me suis agenouillé près du lit et j'ai choisi mes mots avec soin. Peut-être qu'un jour tu comprendras pourquoi elle ne peut pas. Mais papa et moi serons toujours là. Liam s'est endormi en pleurant. J'ai bordé la couverture autour de lui et j'ai laissé la veilleuse allumée. À 19h, Ryan était avec moi dans la cuisine. Je vends la maison, trop de souvenirs. On trouvera un nouvel endroit, juste nous 4. J'ai hoché la tête. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Il m'a serré l'épaule. Merci, maman, pour tout. À 19h30, Tony Marchetti est passé avec un sac à main réparé pour une voisine. Il m'a serré dans ses bras. Tu as sauvé ses enfants. Je suis fier de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ai-je dit. À 20h, Paul a appelé. Comment vont les enfants ? Grace est silencieuse. Liam s'est endormi en pleurant. Mais ils sont en sécurité, et c'est tout ce qui compte. La voix de Paul était chaleureuse. Tu es une héroïne, Juliette. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Je suis juste une grand-mère qui aime ses petits-enfants. À 20h15, j'ai bordé Grace. Alors que je lissais la couverture, elle m'a regardé. Mamie, est-ce que tu es en colère contre maman ? J'ai fait une pause. Je suis triste pour maman. Elle a perdu la chose la plus précieuse au monde, toi et Liam. Mais je ne suis plus en colère. Je suis juste reconnaissante que vous soyez là. Grace a hoché la tête lentement. J'ai fait le dessin sans maman parce que je ne pense pas qu'elle veuille être dans notre famille. Je l'ai serrée contre moi. Tu es très sage, ma chérie, et très courageuse. Grace a fermé les yeux. J'ai éteint la lumière et j'ai laissé la porte entr'ouverte. Cette nuit-là, je me suis tenu dans le couloir entre la chambre de Grace et celle de Liam, écoutant leur respiration. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai dormi toute la nuit, mais je savais que le chemin de la guérison ne faisait que commencer. 3 mois plus tard,
un samedi de juillet, Grace et Liam couraient pieds nus sur l'herbe de notre nouveau jardin. Et pour la première fois depuis ce mardi d'avril, je les ai entendus rire sans peur. Je me tenais au comptoir de la cuisine, faisant des pancakes. Grace mettait la table. Liam arrangeait ses jouets dinosaures en une ligne soignée sur le sol du salon. Ryan sirotait un café et parcourait son téléphone. Un titre a attiré son attention. Le procès d'Ivonov prévu pour août. Il a posé le téléphone et m'a souri. Nous n'avions pas besoin d'en parler. À 11 heures, les enfants ont couru dehors. Grace poursuivait des papillons dans l'herbe. Liam creusait dans le bac à sable que Ryan avait construit la semaine précédente. Je me suis assise sur le porche avec un verre de thé glacé et je les ai regardés jouer. Il y a 3 mois, j'avais tenu la veste d'un étranger et trouvé la preuve que ma fille voulait vendre mes petits-enfants. Je n'ai pas dormi pendant 6 nuits. J'ai pris des décisions que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. Et maintenant, nous sommes là. Grace qui rit, Liam qui construit des châteaux, Ryan qui planifie la sortie aux eaux du week-end prochain. Ce n'est pas la vie que nous avions. C'est mieux, parce que c'est honnête. À midi, le facteur a livré une lettre de la division des services aux victimes du FBI. Chère Madame Archer, grâce à vos actions, 47 des 217 enfants identifiés dans le réseau d'Ivanov ont été rendus en toute sécurité à leur famille. 12 autres sont sous protection. Votre courage a changé leur vie. J'ai scotché la lettre sur le réfrigérateur. À 13 heures, Tony, Paul et Linda sont arrivés pour le barbecue. Tony a apporté ses fameuses saucisses italiennes. Linda a apporté des barres au citron. Grace a couru pour serrer Paul dans ses bras. Liam a montré son bac à sable. À 14 heures, l'agent Blake est passé. Il avait de bonnes nouvelles. L'avocat de Sergei Ivanov lui avait conseillé de plaider coupable. Il risquait un minimum de 42 ans de prison fédérale. Blake m'a remis une lettre de recommandation officielle du FBI. J'ai secoué la tête. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. J'avais juste besoin que mes petits-enfants soient en sécurité. Blake a souri. Vous avez les deux. À 15 heures, les adultes étaient assis sur le porche pendant que les enfants jouaient. Paul a demandé à Grace des nouvelles de l'école. Elle commencerait le semestre d'automne dans quelques semaines. Grace a levé les yeux, le visage sérieux. Je veux devenir policière quand je serai grande, pour pouvoir aider les enfants comme l'agent Blake l'a fait. Mes yeux se sont embués. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à ajouter. À 16 heures, Liam est monté sur mes genoux. Mamie, est-ce que maman viendra à mon anniversaire? J'ai répondu honnêtement mais doucement. Non, mon chéri, mais papa et moi serons toujours là. Liam a hoché la tête et est reparti jouer. À 17h30, les invités sont partis. Ryan a nettoyé le grill. Je me suis assise sur la balançoire du porche avec Grace et Liam. Grace s'est appuyée contre moi. C'est la meilleure maison du monde. Liam a souri. On peut avoir des s'mores? Ryan a ri. Demain, mon grand. À 18h, j'ai bordé les enfants dans leur nouveau lit. Grace a serré son lapin jaune soleil. Liam s'est accroché à Capitaine Courage. J'ai embrassé leur front et j'ai chuchoté, vous êtes en sécurité. Vous êtes aimés. Vous êtes à moi. À 18h30, je me suis assise avec Ryan sur le porche. Nous avons regardé les lucioles danser dans le jardin. Ryan a demandé doucement, tu penses que les enfants iront bien? J'ai hoché la tête. Ils le sont déjà, et nous aussi. J'ai levé les yeux vers les étoiles. J'ai pensé aux 47 enfants qui étaient rentrés chez eux, aux 12 qui se remettaient encore, aux 217 que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas prié à voix haute. J'ai juste offert un remerciement silencieux à celui qui avait veillé sur nous ce mardi d'avril. Et à ce moment-là, avec les lucioles qui dansaient et mes petits-enfants endormis en toute sécurité dans leur lit, je savais que c'était la vie pour laquelle nous nous étions battus, et c'était suffisant. Si vous êtes resté avec moi à travers chaque rebondissement de ce voyage, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Quand j'ai trouvé ces preuves dans la boutique de Tony, j'ai fait face à un choix qui a tout changé. Me détourner ou protéger mes petits-enfants. Dieu m'a donné un courage que je ne savais pas posséder, et j'ai agi. Mais avec le recul, je vois clairement mes erreurs.
J'ai manqué les signes avant-coureurs pendant des mois. La discrétion de Tanson, son argent inexpliqué, la façon dont elle évitait les réunions de famille, tout était là, et je l'ai ignoré parce que je ne voulais pas croire que ma propre fille pouvait devenir un monstre. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas que la crise soit à votre porte. Ces histoires de drames familiaux nous apprennent que l'intuition est importante. Quand quelque chose ne va pas dans votre famille, les histoires de drame enquêtent. Posez les questions difficiles. Trop d'histoires de grand-mère se terminent en tragédie parce que quelqu'un est resté silencieux. J'ai écouté d'innombrables histoires de grand-mère où l'hésitation a coûté des vies. Où les histoires de drames familiaux ont dégénéré parce que personne ne voulait s'ingérer. J'ai eu de la chance, Grace et Liam sont en sécurité. Mais la chance n'est pas une stratégie. Ma conviction, l'amour exige l'action. L'amour protège, férocement, pose des questions inconfortables et appelle à l'aide à minuit si nécessaire. C'est le cœur de toutes les histoires de grand-mère significatives. Nous ne sommes pas seulement témoins, nous intervenons. Si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire partageant vos pensées ou votre propre expérience. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer les histoires qui défient et inspirent. Et s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton de partage. Quelqu'un dans votre vie pourrait avoir besoin d'entendre la leçon de Juliette aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. Is it because of Christmas though? What is it about it? I'll leave for 1 second, I'm so lost. Alessia, don't worry. Don't try and repeat the same, swimming lap Weevils has done. Just go with the flow. Just go with the flow. I shall return. Chris, no worries, mate. Hope you and the dog are well. I love walking the woods at fall towards winter. That's nice. Very scenic, the crunchy leaves, etc. Hell yeah. You'd love being around me, Nada. Listen, Alessia, you know I adore you. You know I adore you, really. Especially when I beat you on Farkle. That's when I love you most. I'm like, I love it. I love it. With a little tear down your face, I just get a little teaspoon. Perfection. Can season anything with that. Perv. No, Alessia's not. Trust me, Joey. You don't want to mess with Alessia. She will harm-bill you. Autumn is a pretty season, I'd say. I think it can be. Nice colours. But summertime, when the fields are lush green, and you're like next to some water, like a lake or a river or something, or a reservoir, and you get picturesque, no clouds in the sky, no breeze, just lovely. With the flowers fully bloom. It's amazing. You hate, bloody hate is such a strong word. Bloody hell. Uni's fine. I've got an exam, an essay due, then done. Hell yeah. Then what are you going to do for the summer, Nicole? And yes, they'll go out drinking. Of course you do. You're living your best life. Taking shit and watching the fight. Could you imagine? Could you imagine? That doesn't sound too bad. When I was a kid, I always thought, imagine being a millionaire, you can have like a bathtub and you've got like a flat screen TV, or you're on the toilet and you've got a flat screen TV. So no matter what room you go into, you're not missing a football match or a fight, etc. Or maybe, I don't know, streaming. Prefer drink at home, but sister of bride, so being drag clubbing. Am over 30 now, we want a club as would rather buy a bottle than spend the time for what I know, right? Back in my day, cocktails, you get a cocktail and you and your mate could have that, a few glasses, and you're done for the night, you're having a good time. Nowadays, you want a cocktail? Oh, no, we don't give you jugs. No, you get a glass. Loads of ice, loads of novelty shit in there, and a little splash of alcohol. There you go. That'd be £9.50, please. I don't drink. That shit's whack. Joey likes autumn and winter fashion. See, I like shorts and t-shirts, man. Summer for the vibes, yeah. The evening times when you're outside in the garden, yeah, and you had like a barbecue early in the night. That's the best feeling, man, isn't it? It's just the best. It's just sat out there. The weather's nice. You've got a cold drink with you. Someone might be, passing something around. It's a good time. Summer too sunny. Well, excuse me, princess. I love the summer because it's warm. Exactly, Samsung. Exactly. Skipping sleep for Nada stream. Got permission. Don't worry. Hell yeah. It's going to be a good stream tonight. We're going to have a good one. We're not even on TikTok yet. We're on YouTube, but YouTube just doesn't love us, I don't think. Nope. No one's watching us on YouTube. I just do it for the video on demand. I'll edit all this conversation out anyways. Hell yeah. It's too hot. Bloody hell. I love it though. Imagine how I'm doing here, alone in a foreign city and social anxiety, man. I know. And that's why I love having you here, because I know really deep down inside you appreciate this stream. You appreciate me. She'll be like, no, it's not you, Nada. I like everyone else. Oh, all right, we get it. You're hard. Now we think, imagine being a millionaire and I could afford a cheddar cheese. In all due respect, if you can fantasize about throwing cheddar cheese in my head, I don't know what planet, I don't know what the hell you've been smoking, pass that shit around, that's insane. I feel like UK summer is just unbearable sometimes. It can be, but we haven't got the infrastructure for it. If I had like an aircon unit on the wall, I would be loving summer.
The other night on stream, I was sweating. My stomach, my abdomen area was sweating. It was so warm in here because all the lights, etc. And then I've got the block up blinds. I can't have the window open because the neighbours were like, shut the fuck up. All right. I remember at uni, one pub did £7 a picture. Insanity. The good old days. The good old days. £9.50, dude, maybe like 5 years ago. Well, when I was younger, it was a lot cheaper. A lot cheaper. Nowadays, it's extortionate. And I've got a cold cup of tea. Nice one. It's a lot more. Yeah, but I mean, a glass of it, not a jug. A glass of it now. Just sleep in a coffin during summer, that would be absolute hell. Fall Guys tonight. No Fall Guys tonight. I want to have a good time tonight. Fall Guys on the anniversary stream, perhaps, maybe. I'm trying to get this Kingdom Come Deliverance done. Get onto number 2 as well. Oh, fuck. This is when me and Joe used to go out when we were younger. First started going out. This was one of the songs that were playing. Used to go to Yates's, walk in there, underage, of course, with like little bits of fluffy facial hair, with me and Joe used to have. And be like, yeah, there we go. Get to Yates's bar. Hello, darling. Can I please have... Trying to act all adult and shit. Yeah, hi, how you doing? Can I get a vodka Red Bull? Do you know what? Make it a double. And they was like, oh, it's sophisticated. Just shut the fuck up. Like, us two, and we had a few other people with us as well. We were a part of a small elite club of like people who were 16, 17 who looked older. Foreign features, perhaps. Facial hair, perhaps. And then we might